Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Vous le savez, depuis peu, l'Île-de-France est passée en zone verte et ainsi officiellement tous les signaux sont en vert pour relancer la machine économique de notre région, tout en garantissant aux employeurs et aux salariés la sécurité sanitaire. L'évolution du dispositif d'activité partielle fait néanmoins naître certaines interrogations liées au resserrement des conditions d'application du dispositif initial, à l'introduction d'un dispositif d'activité partielle dit de longue durée, et également des questions sur les protocoles sanitaires et l'inévitable sujet des contrôles. C'est pourquoi le MEDEF Île-de-France, en collaboration étroite avec l'ensemble des MEDEF territoriaux que je tiens à signaler, bien évidemment nos amis des Yvelines, le Val d'Oise, l'Essonne, Paris, l'Est parisien. Nous avons et aussi, comment dirais-je, ceux qui à eux tout seuls représentent la moitié du territoire de l'Île-de-France, nos amis du MEDEF Seine-et-Marne. On a conçu ce webinaire intitulé de manière large Évolution du dispositif d'activité partielle et nous avons un double objectif à travers ce webinaire aujourd'hui. Premier objectif, informer les chefs d'entreprise sur les évolutions réglementaires du dispositif d'activité partielle et les modalités de contrôle. Et deuxième objectif, décrypter les enjeux du dispositif d'activité partielle longue durée. Notre invité aujourd'hui partagera son expertise pour la seconde fois et répondra en direct à vos questions. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour la deuxième fois Gaëtan Rudan, le directeur régional de la Direct Île-de-France, que je remercie une fois de plus de sa participation. Gaëtan Rudan, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour. Bien, Monsieur Rudan, c'est comme quand un film a bien marché la première fois. Je rappelle que on s'était croisés il y a un mois globalement, puisque c'était le 23 avril. On avait eu plus de 1000 personnes connectées sur ce webinaire en simultané. On a eu ensuite plus de 1400 vues par la suite sur YouTube. Et comme quand un film marche bien, il y a souvent une suite qui est organisée. Donc là, aujourd'hui, j'allais dire à l'instar de Rambo ou de Rocky, c'est Direct Île-de-France 2, le retour. Et je vois que vous n'avez pas lésiné au niveau de la production sur les moyens, puisque vous avez même mis pour la promotion de ce webinaire l'Élysée à contribution, puisque de façon fort opportune, il y a 2 jours, le président de la République a donné quelques indications complémentaires sur l'évolution du système d'activité partielle. Donc je rends hommage à votre sens du teasing. Et je vois que sur le plan marketing, la Direct Île-de-France est aux avant-postes. Donc, merci encore de votre participation. On a préparé un peu cette réunion pour essayer d'être pédagogique, d'être constructif et sans plus attendre, puisqu'on a 1 heure devant nous, je voudrais vous poser la première question, qui est une question relativement simple. C'est vous demander de nous faire un bilan de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle au moment où on parle. Très bien, écoutez, d'abord, merci de nous accueillir une nouvelle fois, hein. C'est important pour nous que d'avoir ces fenêtres qui nous permettent de parler avec des chefs d'entreprise qui sont évidemment dans un contexte qui bouge de manière forte et assez fréquente. Et donc, un grand merci de l'organisation de ces webinaires. C'est un outil tout à fait précieux. Vous m'avez lancé un challenge que j'ai envie de relever, c'est essayer de faire en sorte que dans une série de films, le second ne soit pas moins bon que le premier. Et pour autant, certains aspects du teasing qui était le vôtre pourraient laisser redouter que les sujets soient un peu plus compliqués que lorsque nous nous sommes rencontrés le 23 avril. Quel est le bilan de la mise en œuvre de l'activité partielle? Il faut d'abord le replacer dans son contexte. Nous nous en réjouissons tous. La situation épidémique évolue, elle évolue favorablement, elle évolue plus favorablement que nombre des projections qui pouvaient être faites, et c'est une bonne chose parce que l'impact sur l'activité économique aura été évidemment considérable. Pour prendre en compte cet impact, le gouvernement avait vraiment tenu à faire en sorte que le dispositif d'activité partielle soit un des outils majeurs, pas le seul, j'y reviendrai, mais un des outils majeurs. Il avait donc fait évoluer très très fortement. Antérieurement, on était sur des niveaux de compensation par l'État de l'activité partielle qui étaient sur des tarifs horaires pour les entreprises de 7,92 € ou 7,34 € par heure lorsque elles mobilisaient l'activité partielle, et on est passé sur un régime de compensation à 100%,
que vous connaissez, compensation par l'État et l'UNEDIC, jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Ce dispositif repensé pour essayer de préserver l'emploi a été extrêmement fortement mobilisé. Je ne vais évidemment pas vous rappeler des chiffres nationaux. Ce qui peut être utile pour ceux qui nous écoutent, c'est de se donner quelques ordres de grandeur pour ce qui concerne spécifiquement l'Île-de-France. Pour l'Île-de-France, on a eu à peu près 300 000 demandes d'activité partielle qui concernent 250 000 entreprises. Certaines entreprises ayant pu être amenées à faire plusieurs demandes. Et ces demandes, au total, ont couvert 22 millions de salariés d'Île-de-France. C'est 22 millions de personnes qui ont été couvertes et par ces demandes d'autorisation. Au total, nous avons d'ores et déjà indemnisé près de 230 millions d'heures 230 millions d'heures pour 3,5 milliards d'euros au 15 juin. Évidemment, nos chiffres continuent à évoluer au gré des demandes d'indemnisation qui arrivent de la part des entreprises, mais ce sont des sommes vraiment tout à fait considérables, d'autant que si c'est un outil majeur, ce n'est pas le seul outil qui a été mobilisé pour venir au soutien des entreprises. Je donne quelques chiffres pour donner des ordres de grandeur. Le prêt garanti par l'État au niveau régional, c'est 100 000 dossiers pour 36 milliards d'euros de prêts garantis. Le fonds de solidarité au niveau régional, c'est 750 000 dossiers pour près d'1 milliard de financement apporté par l'État. Quant au report de charges, il couvre un montant de l'ordre de 750 millions d'euros. Voilà, donc on a des montants et des enjeux qui sont et des enjeux financiers qui sont évidemment considérables et ce qui aura eu, on mesurera dans le temps, je l'espère, un effet de préservation sur l'emploi, même si, je le dis simplement, la situation de l'emploi est un peu compliquée forcément ces 2 derniers mois. Pour les personnes qui sont sans emploi, on a constaté une augmentation sans emploi, sans activité du tout, une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de 7,2% sur le mois de mars. 19% sur le mois d'avril, et les chiffres qu'on vient d'avoir sur le mois de mai sont un peu plus favorables, puisqu'on constate une baisse du nombre de demandeurs d'emploi de 2,1%. Ça permet quand même de mesurer l'ampleur de l'enjeu auquel nous sommes confrontés, même si évidemment ces évolutions ont surtout concerné des contrats courts, des non-renouvellements de CDI, de CDD ou d'intérim, pardon. Et malheureusement, partageons-le, ils affectent beaucoup les jeunes. C'est vraiment un enjeu pour nous et je pense aussi pour les entreprises. Merci, merci. Effectivement, c'est un dispositif totalement inédit et d'une ampleur, là encore, qu'on n'avait jamais connue. Deuxième question, est-ce qu'on pourrait faire un point sur les évolutions réglementaires du dispositif d'activité partielle? En clair, l'entrée en vigueur, les entreprises concernées, quid du déremboursement et comment gérer, ça c'est une question qui revient souvent, comment gérer la question des entreprises sous-traitantes qui sont fortement dépendantes de certains secteurs impactés par la crise et qui n'ont pas encore repris ou partiellement repris leur activité, puisqu'il y a parfois des mesures sectorielles, mais l'imbrication de l'économie fait que parfois des entreprises qui ne sont pas directement dans le spectre sont impactées à 100% par l'effondrement du secteur pour lequel elles travaillent. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements sur l'évolution réglementaire du dispositif d'activité partielle? Bien volontiers. D'abord, pourquoi cette évolution? On peut toujours espérer que les compensations soient intégrales de manière indéfinie, mais la réalité, c'est que l'État et l'UNEDIC ne peuvent pas indéfiniment prendre en charge la compensation de l'ensemble des salaires et que dans un contexte épidémique qui permettait le retour au travail dans de nombreux cas, il est inévitable que la prise en charge décroissent progressivement. Et puis surtout, je le dis simplement, nous avions tous envie que le maximum d'entreprises puissent reprendre leur activité. Les chefs d'entreprise en avaient envie, de nombreux salariés en avaient envie, même si
on le vit tous dans nos maisons. On sait aussi que le nombre de salariés n'ont pas encore nécessairement mesuré toute l'importance. Alors, l'évolution réglementaire, elle vise donc, elle conduit de fait, à compter du 1er juin, à avoir un niveau de compensation de l'indemnité d'activité partielle, donc la compensation pour les entreprises, qui est un peu réduit, qui antérieurement, enfin, jusqu'à présent, était de 100% de l'indemnité et qui passe globalement à 85%. Elle passe à 85%, sauf pour un certain nombre de secteurs qui ont été particulièrement affectés ou qui sont encore d'ailleurs pour certains particulièrement affectés, en particulier les secteurs qui étaient concernés par des fermetures dites administratives. Donc, pour ces secteurs, le parti a été pris de maintenir un soutien renforcé qui passe par le maintien à 100% de l'indemnité, de la compensation de l'indemnité d'activité partielle. Pour ces secteurs qui sont notamment l'hôtellerie, café, restauration, le tourisme, l'événementiel, le sport, la culture, compensation qui demeure à 100%. On sait bien que cet effet particulièrement marqué touche aussi des secteurs qui sont en aval ou en amont immédiat de ces secteurs qui ont été l'objet de fermetures administratives. Et c'est pour ça qu'il est prévu que pour ces secteurs, on puisse aussi avoir une compensation à 100%. Alors, comme toujours, quand on essaie de définir ce que c'est qu'un secteur, quand on essaie de définir ce que c'est qu'une filière, on se heurte à des tas d'effets de bord. Telle entreprise est-elle complètement dans le secteur, n'y est-elle pas, est-elle donc éligible? Le décret qui posera les choses n'est pas encore publié, il sera donc rétroactif, comme je le disais, au 1er juin. Simplement, la démarche dans laquelle selon laquelle les choses se passeront, c'est qu'on va être dans une approche déclarative. Donc, l'entreprise déclarera être soit dans un secteur concerné, soit dans un secteur en amont et en aval des secteurs concernés par ces fermetures administratives, permettant du coup d'avoir une prise en charge à 100%. Ces secteurs sont quand même relativement ciblés par le décret, et pour les amateurs de lecture détaillée ou ceux qui ont des insomnies, vous pouvez regarder le décret qui parle de l'évolution du fonds de solidarité, qui est basé un peu sur la même logique et qui devrait être assez proche du décret sur l'évolution de l'activité partielle. Oui, on a bien noté que… Pardon. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a eu des débats, mais qu'à ce stade, en tout cas, l'indemnité pour les salariés demeure, elle, inchangée. Donc, les fameux 70% du brut, 85% du net, le minimum du SMIC net et les plafonds de 4,5 fois le SMIC. Oui, pour les salariés, au 1er juin, il n'y a pas de changement. On reste sur les règles antérieures. Par contre, c'est pour les entreprises que le nœud coulant se resserre et qu'il y a 15% de reste à charge, si j'ai bien compris. C'est ça. Alors, vous dites nœud coulant. Ça donnerait à penser que l'intention soit de pendre. La réalité, c'est qu'on reste quand même dans un dispositif qui est nettement plus généreux que ceux qui existaient antérieurement, et que nous avons tous envie et nous avons tous besoin que l'activité économique reprenne. Et du coup, c'est ça qui conduit à cette diminution qui demeure, disons-le honnêtement, limitée de cette prise en charge de l'activité partielle, sachant qu'à un moment ou à un autre, ce sont forcément les mêmes qui bénéficient de ces compensations qui contribuent à les payer. Nous sommes tous contribuables, on est bien d'accord là-dessus. Alors, est-ce qu'on peut passer maintenant sur l'activité partielle longue durée? Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive. Quelles sont les entreprises concernées? Quelles seront les modalités d'application? Quelles seront les contreparties? L'activité partielle longue durée, mode d'emploi. Alors, l'activité partielle mode durée longue d'emploi, donc une nouvelle fois, je
pas certain que ce soit uniquement de ma responsabilité ou d'avoir fait en sorte que le président de la République ait fait des annonces publiques en préparation de ce webinaire. Je pense que le MEDEF y a sûrement largement contribué également. Le principe général, d'ailleurs, c'est que ces annonces sont le résultat d'une discussion avec les partenaires sociaux, dont le MEDEF au niveau national. Il faut bien le reposer. On n'est pas en train de construire un dispositif qui serait purement une conception de l'État, mais bien un dispositif qui est partagé avec les partenaires sociaux. Alors, deux choses sont en train d'évoluer. L'activité partielle elle-même, et la mise en place d'une activité partielle de longue durée qui s'appellera l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi. Donc, ce que je peux proposer, c'est de vous faire un tout petit topo sur les deux évolutions qui sont à l'œuvre et comme c'est le suspense devient insoutenable, commençons peut-être par le dispositif d'activité partielle de longue durée. On est conscient que probablement la crise économique sera assez difficile à traverser pour de nombreuses entreprises et il est essentiel qu'on puisse avoir un dispositif qui permette de préserver l'outil économique et de préserver les compétences. Premier élément. Deuxième élément de réflexion, on est conscient que pour traverser une telle crise économique, il faut qu'on ait des outils qui permettent de s'inscrire dans la durée. Et troisième élément de réflexion, on pense évidemment qu'il est important que ces dispositifs puissent être mobilisés à l'échelle de la branche ou de l'entreprise dans le cadre d'une négociation qui intervient entre les partenaires sociaux. Le texte réglementaire qui cadreront le dispositif ne sont pas encore publiés. Ils devraient l'être dans les prochains jours, très probablement d'ailleurs avant la mi-juillet, et auront là aussi un effet rétroactif à compter du 1er juillet pour le dispositif de l'activité partielle de longue durée. Comment est-il conçu? Sur la base d'un diagnostic de la situation de l'emploi et de ses perspectives, se bâtit un accord d'entreprise, un accord de branche étendu qui définit la durée de l'accord, les activités et les salariés concernés. Donc, lorsque ces accords sont passés au niveau de l'entreprise ou lorsque ils sont déclinés au niveau de l'entreprise par une décision unilatérale de l'employeur, alors les documents seront transmis au direct pour une forme d'homologation, de validation. On ne sait pas encore très précisément la forme que prendra ce regard sur les accords passés par les entreprises. Le dispositif couvert par l'accord pourra avoir une durée de 6 mois, qui seront 6 mois renouvelables, dans la limite d'une durée de 2 ans, et pourra permettre un volume d'heures chômées qui soit dans cette durée-là au maximum de l'ordre fixé à 40% du temps de travail. Dans ce cadre-là, l'indemnité pour les salariés demeure inchangée. À l'inverse, l'allocation pour les employeurs pourrait passer, on attend évidemment les textes réglementaires, mais pourrait passer à 80%, sauf pour l'ensemble des accords qui seront passés avant le 1er octobre, auquel cas la compensation pour les employeurs sera de 85%, comme c'est le cas actuellement. Donc, on voit bien qu'on a, pour toutes les entreprises qui se placent dans la perspective de devoir traverser de manière assez durable une situation difficile, que ce soit purement lié au contexte épidémique, que ça a été accentué par le contexte économique. On sait bien qu'il y a des secteurs qui étaient déjà en situation un peu difficile antérieurement. Il y a une forme d'incitation à ce que cette négociation puisse se mettre en œuvre de manière rapide pour que les accords puissent être passés pour ceux, c'est possible, avant le 1er octobre, ce qui ouvre droit à une compensation supplémentaire. Dans cette période-là, les suppressions d'emplois
seront cadrés par le texte de l'accord. Donc là aussi, les périmètres précis seront définis par les textes réglementaires. Les arbitrages ne sont pas tous rendus. Et les frais de formation des salariés les accords, pour les dispositions qui sont prévues par les accords en matière de formation seront pris en charge à hauteur de 80%. Et la mise en œuvre de l'accord lui-même fera l'objet d'un compte rendu trimestriel en CSE dans l'entreprise. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair sur des dispositions qui sont techniquement nouvelles, que tout le monde, les chefs d'entreprise, mais nous aussi, allons devoir nous approprier dans les prochains jours et les prochaines semaines. Parfait. En parallèle, une question qui est revenue assez régulièrement, c'est sur la prolongation du dispositif actuel. En clair, les risques de requalification d'une deuxième demande alors qu'il s'agit de la prolongation de la première. On a des interrogations des chefs d'entreprise sur ce sujet-là. Je le comprends et d'ailleurs l'honnêteté impose à dire que il y a eu quelques jours pendant lesquels au cours des dernières semaines la position a été en train de se stabiliser sur les conditions de renouvellement, les notions d'engagement en matière d'emploi. Pour les prolongations. Alors, en principe, les entreprises qui bénéficient du dispositif d'activité partielle prennent des engagements en cas de renouvellement de leur demande ou de nouvelles demandes dans l'année qui suit la première. C'est le principe général qui s'applique au dispositif d'activité partielle. Alors, pour autant, là aussi, le gouvernement a souhaité prendre des dispositions qui soient tout à fait spécifiques pour cette situation de crise sanitaire et de début de crise économique et nous ont donné instruction de nous assurer que bien sûr, il n'y avait pas d'abus de ce type de situation, mais de ne pas aller vers la recherche pour ces prolongations d'un engagement en matière d'emploi qui serait, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs au premier webinaire que vous avez rappelé, qui serait différent de ce qui avait été posé au départ par l'entreprise. Donc, dans ces prolongations, pour l'instant, et jusqu'aux évolutions à venir du dispositif d'activité partielle en tout cas, il n'est pas requis d'avoir un engagement en matière d'emploi. Voilà, on invite quand même, pour éviter toute ambiguïté, toutes les entreprises à plutôt procéder par avenant de la demande initiale que par nouvelle demande d'activité partielle. C'est plus simple à gérer en aval pour éviter ces questions, ces difficultés relatives aux engagements en matière d'emploi. Voilà, donc on peut être très rassurant sur cette question. Le gouvernement est vraiment conscient de l'enjeu d'emploi dans ce cadre d'activité partielle. Les choses pourraient évoluer lors des prochaines modifications du dispositif d'activité partielle. Donc peut-être vous souhaiterez qu'on dise un mot un peu plus tard. Parfait, oui, effectivement, c'est plus sécurisé. Alors, vous l'avez rappelé tout à l'heure à juste titre, le scénario du deuxième opus d'un film à succès, c'est toujours parfois un peu plus compliqué. Et donc, on va parler de l'organisation des contrôles, parce que fatalement, le truc est un peu moins glamour, c'est évident, mais c'est aussi une préoccupation des chefs d'entreprise. Donc, sans entrer dans votre technique, je sais bien que vous ne nous donnerez pas vos techniques particulières, mais pour ces contrôles, quels sont les secteurs concernés, s'il y en a? Est-ce qu'il y a des typologies d'entreprises? Quelles sont les modalités du contrôle? On va parler là encore, alors je sais que vous n'aimez pas le mot, mais j'ai du mal à trouver des synonymes qui me paraissent adaptés, de la délation ou du moins des honorables correspondants. Comment éventuellement régulariser une situation si des erreurs ont été commises et quelles sont les pénalités encourues sans être anxiogène? Le contrôle fait partie des règles du jeu, on l'a bien intégré. Donc, est-ce que vous pouvez là encore nous donner quelques éclaircissements là-dessus? Alors, comme pour le reste des sujets qu'on aborde aujourd'hui, il faut les replacer dans le contexte. Voilà. Vous, moi, payons des impôts, des cotisations qui viennent, et on l'a vu de manière assez large,
soutenir les entreprises. On n'a pas envie, évidemment, que nos contributions puissent être utilisées à mauvais escient. Et c'est pour ça que des contrôles sont mis en œuvre. Ils sont mis en œuvre de manière assez volontariste, hein, disons-le, au plan quantitatif. La ministre a indiqué qu'elle souhaitait que 150 000 contrôles en France soient réalisés. C'est volontariste comme action, ça reste très faible par rapport au nombre d'entreprises qui sont bénéficiaires. Quelle est l'approche qui est la nôtre dans la réalisation de ces contrôles? D'abord, de manière très claire, on n'a pas oublié la loi ESSOC. On n'a pas oublié la loi ESSOC, ça veut dire que l'on continue à reconnaître d'abord le droit à l'erreur des entreprises, et donc l'immense majorité de nos contrôles conduit à ce que l'entreprise qui a fait une erreur de bonne foi, puisse régulariser sa situation sans pénalité. Quand je dis l'immense majorité, je ne sais pas le quantifier, mais très clairement, les cas dont on parle sont probablement plus de 8 ou 9 sur 10 où on ne sera pas du tout dans la recherche de pénalités, c'est vraiment la régularisation d'erreurs de bonne foi. Les types de contrôles sont du coup de deux ordres. La grande majorité d'entre eux sont des contrôles dits sur pièce. On sollicite auprès de l'entreprise, d'abord on l'informe qu'un contrôle a été initié, on sollicite la transmission typiquement des bulletins de salaire pour pouvoir nous assurer que ça correspond, ce qui est très, très majoritairement le cas, aux déclarations qui ont été réalisées. Dans le cas où on peut constater des divergences, il y en a parfois. Certaines entreprises ont confondu les 70% qui est appelé un taux de prise en charge avec un taux horaire. Et donc, certaines entreprises ont écrit 70 euros comme taux horaire, pensant aux 70%. Et quand l'entreprise est typiquement un secteur dans lequel on sait que les rémunérations sont pas particulièrement élevées, que sais-je, un atelier de mécanique auto où les ouvriers sont pris en charge à hauteur de 70 euros l'heure, c'est quand même pas très très fréquent. Voilà, donc quand on constate un cas comme celui-là, il y a une prise de contact qui est faite avec l'entreprise. L'entreprise nous dit de bonne foi oui, c'est une erreur, je corrige, elle ouvre une procédure de correction de sa demande d'indemnisation, et l'affaire se solde le plus souvent en l'état. Quand elle a déjà perçu des niveaux d'indemnisation qui sont supérieurs à ce qu'elle aurait dû percevoir, il y a une procédure de mise en recouvrement qui est ouverte, mais globalement, dans tous ces cas, on se trouve dans une situation de régularisation très simple. Alors, il y a aussi quelques cas qui existent, qui ne sont pas les plus nombreux, mais où quelques entreprises ont pu être amenées à peut-être être tentées d'abuser du dispositif. Et dans ces cas-là, bien notre contrôle sur pièce, voire parfois notre contrôle sur place, peut conduire à ce que nous constations qu'il y avait un caractère délibéré dans la pratique. C'est ça vraiment notre critère, et que du coup la pratique doit se qualifier de fraude. Dans ce cas-là, l'entreprise peut encourir une sanction administrative, hein, qui est le fait qu'elle ne puisse plus bénéficier d'aide publique pendant 5 ans, voire pour les cas les plus importants où non seulement on a une fraude financière, mais aussi parfois des salariés qui ont pu être lésés dans leurs droits. Des sanctions pénales peuvent être encourues qui ne sont pas du tout négligeables, qui peuvent aller jusqu'à 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement, puisque ça s'assimile à du travail dissimulé. Voilà, donc je ne veux pas faire peur, l'idée n'est pas celle-là. L'idée est de dire simplement que ceux qui ont tenté de frauder pour exploiter la crise, c'est vraiment pas acceptable, et qu'on n'a pas envie de l'accepter. Et que pour tous les autres, eh bien, pendant la crise, peut-être encore plus que d'habitude, on a le droit à l'erreur, et on a le droit à la régularisation normalement.
Oui, écoutez, alors, je sais que je vous surprendrai pas, mais on est tout à fait en phase avec ça. Tout dispositif, tout système amène, quelques tricheurs, quelques fraudeurs, quelques profiteurs et quelques parasites. Donc, on est tous contribuables. Donc, très honnêtement, effectivement, le dispositif n'est pas là, pour servir d'aubaine à quelques petits malins. Je note néanmoins qu'effectivement, quand vous tombez sur des documents avec des rémunérations de 70 € de l'heure, l'hypothèse de l'augmentation massive des rémunérations dans l'entreprise concernée ne vous apparaît pas évidente de prime abord, donc vous allez quand même aller regarder, ce qui me paraît somme toute assez logique. Effectivement, malheureusement, c'est pas forcément le cas le plus fréquent, donc je note bien ça. On en a parlé en préparant cette réunion, je vais pas m'étendre là-dessus, mais et vous n'y êtes strictement pour rien, je le sais, et je tiens à souligner que la communication à la directe a toujours été relativement neutre et objective. Il n'empêche que parfois dans les médias, ils ont tendance à très complaisamment montrer pointer du doigt quelques, je cite, patrons voyous et quelques gens qui ont dérivé. Rassurez-vous, il peut y avoir aussi des abus aussi de la part des salariés, parfois du secteur public. J'ai à connaître d'un secteur dans la fonction publique où tous les collaborateurs ont été mis en télétravail alors que pas un a un ordinateur portable. Donc, si vous voulez, visiblement, c'est un nouveau concept de télétravail où c'est plutôt la partie télé qui a été privilégiée. On verra pour la partie travail, ce qui fait que du coup, il n'y a plus personne qui répond présent à l'appel. Et on a aussi, mais ça n'est pas politiquement correct, mais je tiens à le dire, pas mal d'entreprises qui nous signalent que on a parfois un peu de mal à faire revenir certains collaborateurs au travail puisque ils ont, je dirais pas pris goût, mais enfin ceci étant, ils ont trouvé que le dispositif était très protecteur. Et je vous confirme, Monsieur Rudan, que si d'aventure mon patron m'avait proposé 84% de ma rémunération nette à rester allongé dans la pelouse, à la regarder pousser et à profiter du soleil, puisque la période de confinement a une météo très favorable, je ne sais pas si il aurait fallu me le proposer 3 fois. Donc là encore, je ne dirais pas que les torts sont partagés, mais il est important de remettre tout le monde au travail, c'est une certitude, et d'éviter effectivement qu'il y ait des petits malins qui en profitent, sachant que là encore, par exemple, et on y reviendra sur les arrêts pour garde d'enfants, on a des gens qui ont des enfants qui sont au lycée, donc qui globalement ne sont plus concernés et qui ont continué à profiter du système, ou j'ai eu aussi des cas où on a des célibataires sans enfants qui se sont également arrêtés pour garde d'enfants. Mais après tout, c'était juste pour signaler qu'il n'y avait pas que les chefs d'entreprise qui étaient dans le collimateur. Mais passons sur le volet contrôle. Juste une dernière question sur les contrôles. J'ai entendu dire qu'en règle générale, ils étaient de relativement courte durée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos services déclenchent un contrôle, ce ne sont pas des choses qui s'étalent sur des semaines et que globalement, c'est assez rapide comme procédure. Est-ce que vous nous le confirmez? Oui, alors d'abord, je réponds à cette question très, très simple. Effectivement, la majeure partie des contrôles qu'on appelle sur pièce, que j'évoquais tout à l'heure, sont très rapides. Ils passent par une ouverture, c'est-à-dire qu'on écrit à l'entreprise qu'un contrôle a été initié, on demande la transmission de pièces dans les quelques jours qui suivent. Quand elles nous sont transmises très rapidement, ben c'est autant mieux. On regarde ces documents, en général des bulletins de salaire, et au bout de quelques jours ou quelques semaines, le contrôle est clôturé, parce qu'on pense que ce n'est jamais une bonne situation pour une entreprise que d'être dans un contrôle qui se prolonge indéfiniment. Dans les cas très complexes qu'on évoquait tout à l'heure de fraude, évidemment, on prend le temps qui est nécessaire. Alors, vous m'avez un petit peu taquiné sur le secteur public et sur le fait que peut-être certains auraient pu abuser. Voilà, je veux dire un mot sur ce sujet-là, parce que nous sommes aussi payés avec les impôts des uns et des autres, et que du coup, c'est normal de rendre compte. Le dispositif mis en place dans la fonction publique est relativement, dans son principe, similaire à celui qui existe pour le secteur privé. Bien sûr, l'activité partielle n'est pas un dispositif qui existe dans le secteur public. Et même si d'ailleurs, certaines collectivités locales, pour vous dire qu'on ne s'intéresse pas qu'aux entreprises, nous ont fait des demandes de chômage partiel qu'on a été amenés à refuser. Parenthèse fermée. Donc pour les agents publics, la recommandation de manière générale a évidemment été la même, de recourir au télétravail. Comme dans les entreprises, on a des administrations qui étaient plus équipées, moins équipées, et dans de nombreux cas, le télétravail a effectivement pu être mis en œuvre. Et pour ne rien vous cacher, quand on a répondu à plusieurs dizaines de milliers d'appels côté direct en début
en début de crise sanitaire. Ce que vous ne mesuriez peut-être pas, c'est que bien nos agents qui répondaient sur la plateforme téléphonique ou sur les plateformes mail le faisaient en fait depuis chez eux. Donc recommandations générales de télétravail, pas de dispositif d'activité partielle et donc les agents publics ont été mis en situation, pour ceux qui ne pouvaient pas télétravailler, d'autorisation d'absence. Et cette autorisation d'absence qui est sortie d'un maintien de rémunération a été par contre également assortie d'une diminution du nombre de jours de congé, ce qui a un effet global en termes de rémunération équivalent aux 85% pour les salariés du secteur, du secteur privé. Voilà, donc le dispositif n'est pas exactement le même, les principes sont les mêmes et l'effet global est partout, bien sûr, il peut y avoir des abus. On a connaissance d'entreprises qui nous disent avoir des difficultés à ce que leurs salariés reviennent. Il y a des craintes qui sont parfois réelles. Nous en avons dans nos équipes, je suppose chez vous aussi, des gens qu'on voit réellement angoissés. Et puis parfois aussi, peut-être un certain nombre de personnes qui, comme vous le disiez, Pierre, se trouvent peut-être aussi bien à travailler chez eux, voire à travailler peu chez eux, que devoir revenir sur leur lieu de travail. Absolument, il y a aucune stigmatisation ni d'un côté ni de l'autre. Je pense qu'en règle générale, les proportions sont les mêmes dans le public comme dans le privé, mais parfois les médias ont un peu tendance à vouloir pointer du doigt une catégorie plutôt qu'une autre, mais c'est un épiphénomène. On sait très bien qu'on va être confronté à une crise économique majeure. Je pense à titre personnel qu'on mettra des années à s'en relever. Donc il faut quand même aborder la question des licenciements. Parce qu'on a pas mal de questions à ce sujet-là. Pêle-mêle, peut-on licencier un salarié en activité partielle? Cela est-il possible sur une activité partielle longue durée? En clair, peut-on faire un accord d'activité partielle longue durée et en parallèle un plan de licenciement économique? Bref, il y a des interrogations sur ces questions-là, de savoir si l'activité partielle fige les situations. On a pas mal d'interrogations des chefs d'entreprise à ce sujet. Alors, vous dire un mot de ce qu'on voit arriver en termes de difficultés d'entreprise. Les conjoncturistes ont énormément de mal à prédire l'avenir en ce moment. Et si certains d'entre eux ont déjà l'habitude d'utiliser des boules de cristal, en ce moment, leur nombre a probablement un peu cru. Bon. La réalité de ce qu'on voit de façon très modeste, c'est juste le constat de ce qui rentre dans nos services en termes de procédures. Jusqu'au début du mois de juin, on ne constatait pas d'augmentation du nombre de restructurations collectives qui nous sont présentées. Depuis le début du mois de juin, on a vu un accroissement qui, quand on le regarde un peu en détail, correspond plutôt à un effet de rattrapage parce que pendant la période de mars, avril, mai, bien, les procédures ont été pour un bon nombre suspendues et depuis ces derniers jours, on commence à voir arriver un certain nombre de mesures de restructuration collective qui sont clairement plus nombreuses que l'année dernière. Et donc se pose forcément la question de la coexistence entre des dispositifs comme l'activité partielle ou la question ou un dispositif comme les accords pour le maintien de l'emploi avec ces nécessités de restructurer. Là aussi, le gouvernement appelle pour l'instant à ce que nous ayons effectivement une certaine, une réelle compréhension hein, sur ces situations. L'activité partielle classique appelle évidemment en général à ce qu'il y ait une vigilance entre les postes à supprimer, les postes sur lesquels l'activité partielle est demandée. Au cas d'espèce, l'activité partielle a été mobilisée de manière générale sans qu'il y ait a priori l'établissement d'une stratégie compte tenu du caractère d'urgence, de restructuration qui serait limitée par le dispositif d'activité partielle. Et donc, la position est pour l'heure d'être ouvert sur la coexistence possible de mesures de restructuration avec, et donc de licenciement et parfois de PSE, avec les dispositifs d'activité partielle.
on aura des positions qui seront plus stabilisées, plus fermes et rendues publiques dans les prochains jours. Pour ce qui concerne le dispositif ARM, l'idée là aussi est que les choses soient décantées. Je suis très prudent dans ce que je peux vous dire parce que évidemment tant qu'on n'a pas les textes en main, c'est un peu compliqué. Mais a priori, les accords porteront la stratégie en matière d'emploi et donc les éventuelles réductions qui seront rendues nécessaires devront être celles qui sont prévues dans le cadre de l'accord. Et il n'y aura donc pas d'autres suspensions possibles que ce qui est prévu dans l'accord, en tout cas au moins dans le périmètre de cet accord. Je pense qu'il faut vraiment, avant d'anticiper sur cette question, attendre d'avoir les dispositions techniques en main, parce que je suis bien conscient que quand on est chef d'entreprise, on ne peut pas prendre ce genre de décision juste avec une indication générale. De donner, même si c'est important que ce message politique soit clair, sur le perron de l'Élysée, il faut qu'on ait eu le plaisir de se plonger dans les textes réglementaires avant de prendre ce type de décision. Vous avez un concept de la gourmandise qui est assez personnel, mais je vous félicite. Plaisir de se plonger dans ce type de texte. Il faut vraiment avoir des problèmes d'insomnie parfois. Mais bon, peu importe, je referme la parenthèse. Je vous l'accorde. Question suivante qui nous a été posée. L'école a repris lundi dernier, donc le 22 juin, et donc les indemnisations pour garde d'enfants devraient être suspendues. Or, dans les faits, on a des situations qui sont assez inégales. On a des reprises parcellaires. On a parfois, il faut le dire aussi, un corps enseignant qui est relativement absent. Donc, qu'en est-il de ces process pour garde d'enfants avec la reprise des écoles ? Alors, la reprise des écoles, son caractère obligatoire et systématique est un moment important, évidemment, et je le dis simplement, c'était probablement aussi un moment important pour faire en sorte qu'un message soit passé sur le retour vers l'entreprise. Et donc, c'est pas simplement un sujet pour les enfants, c'était aussi en soi un moment qu'il était important d'avoir. Et les 2 ou 3 semaines qui ont séparé cette décision des vacances estivales ne sont pas négligeables. Voilà. On a souvent entendu qu'on pouvait se poser la question de savoir pourquoi prendre cette décision à 15 jours des vacances scolaires. Je pense que c'était un symbole et un message, et je suppose que dans les entreprises, ça a dû être probablement perçu. La réalité, c'est que même si, de manière très générale, les enfants retournent à l'école, on sait clairement que dans un certain nombre de cas, ils n'y retournent pas de manière continue, qu'il reste des établissements dans lesquels l'ouverture n'est pas qui ne sont pas accessibles à tous les enfants de manière simultanée tous les jours, et que donc un certain nombre de parents se trouvent encore à avoir cette contrainte de garde d'enfants. Donc jusqu'à la fin du mois, le dispositif d'activité partielle permet, sur la base d'une attestation que l'employeur doit demander aux salariés, d'avoir une couverture de ces situations de parents qui sont contraints par les gardes d'enfants. Je sais que commencent à se poser aussi des questions sur la période estivale. Pour l'heure, je n'ai pas de visibilité à partager. Oui, on le comprend bien volontiers. Dans le prolongement de la question précédente, pourriez-vous nous faire un petit point de situation sur la levée des protocoles sanitaires? C'était ou c'est le dernier rempart à une véritable reprise? Qu'en est-il de la levée de ces protocoles, leur assouplissement? On a beaucoup entendu parler des 4 mètres carrés. Enfin bref, quel est l'état de l'art au moment où on parle? Alors, là aussi, évidemment, on se réjouit tous de l'amélioration de la situation sanitaire, plus forte que
ce que certaines anticipations pouvaient faire redouter. Pour autant, et à tous les chefs d'entreprise qui nous écoutent, mon premier message est quand même d'appeler au maintien de la vigilance, notamment au sein de l'entreprise. On a besoin de cette vigilance pour que les gestes barrières continuent à être mis en œuvre. Et on a besoin aussi de transparence. Hein, rien ne serait pire que de se retrouver dans une situation similaire à celle que les Allemands traversent actuellement, avec un cluster dont l'importance devient telle qu'il faille prendre des mesures beaucoup plus fortes. Alors, la stratégie justement sanitaire est de repérer ces clusters et de limiter, ce qui appelle évidemment à la transparence dont je parlais. Le protocole de déconfinement qui avait été publié immédiatement après le 11 mai vient d'être largement modifié pour prendre en compte ce contexte sanitaire. Et vous pouvez le trouver il est très simple à lire. Alors pour le coup, beaucoup plus qu'un texte réglementaire. Il est très simple à lire et est disponible sur le site internet du ministère du Travail. Et on devrait l'adresser probablement aujourd'hui à toutes les entreprises, d'Île-de-France par mail. Donc ce protocole assouplit, disons-le simplement, les règles qui sont applicables sur les lieux de travail pour revenir à une normalité progressivement de l'activité économique dans le respect de règles sanitaires. Alors, première chose, le critère qui était posé antérieurement de 4 mètres carrés n'est plus aujourd'hui un critère. Un des outils de gestion que l'entreprise peut faire le choix d'utiliser peut être celui d'avoir des jauges dans un certain nombre de cas. Dans les cas où l'entreprise souhaite faire usage de jauges, alors le critère qui n'était pas dénué de fondement scientifique de 4 mètres carrés peut continuer à être utilisé, mais il n'y a plus du tout de caractère systématique à l'utilisation de ce critère en termes de distance. C'est désormais la distance d'1 mètre qu'on connaît dans les lieux publics notamment, qui devient la norme. Avec par contre la confirmation que lorsque cette distance ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Deuxième évolution très importante introduite par ce protocole, le télétravail n'est plus la norme, mais devient une solution à privilégier. On voit là aussi que l'on est passé de l'idée que ce devait être le standard au fait que, bien quand c'est adapté au fonctionnement de l'entreprise, à ce moment-là, évidemment, on continue à le privilégier et c'est tout à fait vrai, notamment en Île-de-France, compte tenu de la situation particulière de la densité dans les transports en commun. On appelle néanmoins, et ça je le dis assez simplement, à une vigilance particulière auprès des travailleurs détachés, des saisonniers qui sont courants dans un certain nombre de métiers et pour lesquels on a vu quelques situations, en particulier dans le sud de la France, qui sont un petit peu difficiles avec des risques que ces personnes qui connaissent moins la langue soient peut-être parfois moins soucieuses du respect des gestes barrières. Et donc on appelle vraiment une attention toute particulière sur les conditions de travail des travailleurs détachés ou saisonniers. Enfin, le protocole prévoit que dans l'entreprise, on identifie un référent Covid, qui dans les plus petites entreprises peut être le dirigeant lui-même ou qui, dans les plus grandes entreprises, peut être identifié spécifiquement, mais dont justement l'idée est qu'il soit le relais de la mise en œuvre de ces mesures de prévention. Voilà, donc un protocole sanitaire qui est désormais modifié, applicable et public. Merci pour ces précisions. Vous avez déjà anticipé sur la question suivante qui arrivait, c'était sur le télétravail et la situation dans les transports franciliens, puisque là encore, parfois un effet d'emballement médiatique
certains nous ont présenté le télétravail comme la solution miracle et que tout le monde devait basculer en télétravail. D'abord, je rappelle qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui le pratiquent déjà et que là, c'était quand même un télétravail extrêmement particulier. Et donc, on est en train de remettre les choses à peu près au normal et on sait très bien que cette crise va faire évoluer nos façons de travailler, c'est évident. De là, imaginer que tout le monde va basculer en télétravail, je pense que c'est un leurre et que là encore, c'est plutôt un effet médiatique d'emballement et non pas la réalité stricto sensu. La situation d'ailleurs dans les transports franciliens, à votre connaissance, est-ce qu'aujourd'hui ça pose encore des problèmes? Je sais que là encore, les assouplissements ont été assez rapides puisqu'on n'a plus d'autorisation. Enfin bref, avez-vous des informations sur cette question des transports publics qui ont parfois été un frein au retour des salariés sur leur site et dans leur entreprise? Bon, à tous les amateurs de ligne 13, je n'aurais pas besoin de décrire que les transports en commun sont quand même un lieu de concentration de personnes et que qui dit concentration de personnes dit risque accru de dissémination du virus. Et du coup, pour éviter des mesures coercitives fortes, y compris des fermetures de lignes, y compris des fermetures de stations très, très nombreuses, on avait pris le parti en Île-de-France de faire en sorte que les partenaires sociaux, organisations syndicales de salariés, organisations représentatives des employeurs, les collectivités, l'État, les opérateurs de transport se mettent d'accord sur une stratégie qui vise à essayer d'étaler les horaires, à faire en sorte que le télétravail soit vraiment la règle de manière systématique. Et très honnêtement, moi je suis admiratif de la façon dont les employeurs, mais aussi les salariés se sont saisis de cet enjeu et ont permis de faire en sorte qu'on soit dans une situation de retour à la quasi-normalité dans les transports en commun qui s'est fait de manière progressive et vraiment contraire à tout ce que les oiseaux de mauvais augure pouvaient nous annoncer. Aujourd'hui, on est à sensiblement 50% de la fréquentation habituelle dans les transports en commun et la seule obligation qui demeure, c'est celle du port du masque dans les transports en commun. Voilà. Donc, ce contexte reste un peu particulier en Île-de-France parce que naturellement, on a une situation de concentration dans les qui conduit à utiliser les transports en commun de manière beaucoup plus massive que partout ailleurs en France. Et c'est ce qui fait que probablement en Île-de-France, plus d'entreprises continueront à utiliser le télétravail, mais qui, comme on le disait juste avant, n'est plus désormais une norme, un standard obligatoire, mais une adaptation des conditions de travail appropriées à l'entreprise et à chaque situation. Merci. Alors, j'ai une avant-dernière question, juste pour repréciser les choses, parce que vous aviez été déjà très pédagogique la dernière fois, mais ce sont des questions qui reviennent souvent, c'est sur la responsabilité de l'employeur. En cas de personnes touchées par le coronavirus, parfois les chefs d'entreprise ont un peu de mal à s'y retrouver entre l'obligation de résultat, l'obligation de moyens renforcée, plus ou moins renforcée. Enfin bref, est-ce que vous pourriez nous repréciser ça en quelques mots, s'il vous plaît? Alors, si vous avez des insomnies, j'ai une autre recommandation à vous proposer. C'est la lecture de la jurisprudence dite Air France de 2015, qui est un remède tout à fait efficace pour les insomnies nocturnes. Pour autant, du coup, la règle est devenue assez simple, mais comme elle résulte d'une construction jurisprudentielle, le message a du mal à passer. Et donc, merci beaucoup de cette question qui va permettre de le réaffirmer. Les salariés qui travaillent dans l'entreprise sont astreints au respect de règles qui sont posées par l'employeur. Et du coup, la contrepartie de ces règles, c'est le fait que l'employeur se trouve dans une obligation de moyens qui est dite renforcée, parce que c'est lui qui définit les règles, mais on est bien sur cette question de la responsabilité, sur une obligation de moyens de l'employeur. Pendant un temps, et c'est ça qui crée des doutes, la jurisprudence était allée sur des champs différents de responsabilité engagée sans faute ou même sans fait générateur. Toute cette jurisprudence a été effacée depuis la jurisprudence Air France de 2015 et désormais on est revenu au terme strict de la loi. C'est donc bien une obligation qui est renforcée parce que c'est l'employeur qui
impose les règles, mais une obligation qui est une obligation de moyens. Merci beaucoup pour ces précisions. Effectivement, ceux qui ont des problèmes d'insomnie peuvent s'adresser à vous directement. Visiblement, vous avez des lectures tout à fait intéressantes et je vous en félicite. On est arrivé au terme de nos questions. Est-ce que vous auriez, puisqu'il nous reste encore quelques instants, quelques messages à faire passer? Bref, je vous laisse la parole pour une éventuelle conclusion de votre part, savoir s'il y a des choses sur lesquelles vous souhaitiez revenir ou insister particulièrement dans les minutes qui nous restent. Une dernière explication à côté de laquelle nous sommes passés pour ceux qui nous écoutent sur le dispositif d'activité partielle lui-même. On a parlé tout à l'heure du dispositif d'activité partielle de longue durée, mais il est assez probable qu'au 1er octobre, le dispositif d'activité partielle lui-même continue à évoluer. Et donc, je voulais passer cette information que simultanément à la mise en place du dispositif ARM, existera une nouvelle évolution du dispositif d'activité partielle qui probablement baissera un peu une nouvelle fois la compensation employeur, révisera peut-être également la fourchette des indemnités salariées, aura cette fois-ci une durée qui sera limitée à 3 mois, renouvelable une fois, et contrepartie cette fois-ci d'engagement de maintien de l'emploi. Donc, ce que les employeurs peuvent avoir à l'esprit, c'est que il y a d'une part le dispositif ARM qui va permettre de gérer de manière durable les situations, qui sera plus exigeant en termes de dialogue interne à l'entreprise. Et puis d'autre part, le maintien du dispositif d'activité partielle, mais qui sera un peu plus contraignant techniquement, mais moins exigeant en termes d'accords préalables au sein de l'entreprise. Voilà, donc on aura un équilibre avec deux outils que les entreprises pourront mobiliser en fonction de leur situation. Le dernier message que j'ai envie de passer, c'est un message de soutien et de mobilisation. Soutien parce que je sais que la situation est difficile pour de nombreux salariés, pour de nombreux chefs d'entreprise, que penser le redémarrage, chercher à nouveau des marchés, voir des clients ne pas renouveler des commandes, c'est forcément une situation très très difficile à vivre et je sais que pour de nombreux chefs d'entreprise, leur boîte, c'est leur vie. Voilà, donc message de soutien, premier élément, et message de mobilisation, parce qu'on a besoin que tous les chefs d'entreprise soient vraiment au redémarrage de l'activité économique. Je sais qu'ils en sont convaincus, mais on en a besoin pour que les effets sur la France soient les plus faibles possibles. Donc, un grand merci de m'avoir permis de partager avec vous ces quelques instants. Écoutez, Monsieur Rudan, n'inversez pas les rôles. C'est nous qui tenons à vous remercier très sincèrement parce que c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez l'immense talent de rendre les choses beaucoup plus simples à nos yeux. Donc, c'est à chaque fois très pédagogique. Je l'avais dit la fois précédente, là encore, je suis connu pour être assez libre dans mes propos. Je parle de ce que je connais dans le département des Hauts-de-Seine. Le travail, la collaboration, la mobilisation aux côtés de vos équipes de la directe départementale a été absolument remarquable. Vous avez des représentants et des responsables sur site qui ont fait un travail absolument exceptionnel. Donc, très franchement, on est assez râleurs dans ce pays traditionnellement, mais quand vraiment les gens mouillent le maillot et qui s'engagent à fond pour les entreprises, pour l'économie, pour le pays, il faut savoir le dire. Donc, vraiment un grand merci aussi à vos équipes. Merci de votre disponibilité, de votre écoute. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et très franchement, alors, on verra s'il y a un opus 3. J'espère que la situation fera que ce ne sera pas forcément indispensable, mais sinon, ce sera, sachez-le, un plaisir de vous retrouver. Et je voudrais, en conclusion, puisque nous sommes extrêmement professionnels, le temps qui nous était imparti est maintenant écoulé, remercier
les participants et les personnes qui nous ont suivis durant ce webinaire, remercier également les organisateurs, au premier rang desquels, bien évidemment, le MEDEF Île-de-France qui a monté tout ça, et ne pas oublier non plus les MEDEF territoriaux, mes homologues, avec bien sûr le MEDEF Paris, le MEDEF de l'Est parisien, les Yvelines, le Val d'Oise, l'Essonne et mes amis du MEDEF Seine-et-Marne. Et je termine quand même par le MEDEF Hauts-de-Seine que je tiens quand même à remercier également, puisque j'ai des équipes qui également ont participé à ce webinaire. Donc, très honnêtement, un grand merci, Monsieur Rudan. J'espère à bientôt. Et rassurez-vous, le scénario de l'épisode 2 n'était pas si catastrophique. Et tant qu'on a une écoute comme la vôtre, très franchement, on reviendra pour le film suivant et ce sera avec grand plaisir. Merci encore à vous. Merci à vous et très bonne journée. Merci, bonne journée à tous.